Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'African Newsroom. Cette semaine, focus sur l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, avec notre dossier du jour qui sera consacré au bilan des 22 ans d'existence de l'organisation. Au programme également de cette émission, le Burkina Faso envoie des gendarmes au Mali pour sécuriser sa frontière face aux groupes terroristes. Et au Burundi, la formation politique au pouvoir, le CNDD-FDD, a acté la suppression du poste de président du parti. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Amidine Kane, vous êtes économiste, bienvenue. Bonjour. Et avec nous également nos éditorialistes, Grasson Kinskiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Samuel Gambon, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir. Tout de suite, l'actualité du jour. La solidarité africaine continue de s'exercer en matière de lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso a ainsi décidé d'envoyer des gendarmes au Mali, un escadron de 140 éléments qui est attendu à Gao. Leur mission, sécuriser la frontière afin d'éviter le passage de groupes terroristes. Corinne Tandem. 140 gendarmes burkinabés sont attendus à Gao, au nord du Mali. Dans le cadre de la mission de la paix des Nations Unies au Mali, l'arrivée des gendarmes dans la ville de Gao est prévue entre lundi 20 et jeudi 23 juin 2016. Le gouvernement burkinabé souhaite ainsi déplacer à la frontière entre les deux pays une partie de son contingent déployé au Mali. Un contingent composé de 1740 hommes. Eux-mêmes, ils ont des problèmes de stabilité à l'intérieur, donc ils ont demandé une réorganisation des forces à l'intérieur de l'aménagement pour que leurs contingents puissent se replier vers la frontière. Tous les contingents qui sont vers Gao vont être repliés vers la frontière Burkina. Quelques unités qui vont rester vers Nampala et Yabali pour renforcer l'axe Ségou. Le Burkina Faso, au même titre que son voisin le Mali, est confronté à des attaques terroristes. En effet, le 15 janvier 2016, Ouagadougou, capitale burkinabé, était touchée par un double attentat, faisant plus de 180 victimes. D'où la pertinence d'une telle stratégie de contre-offensive mise en place en accord avec la MINUSMA, visant à renforcer la lutte contre le terrorisme dans la région. La lutte contre le terrorisme c'est un axe transversal qui ne regarde pas que le Mali, c'est toute la sous-région. Donc les deux parties sont concertées. Nous, en tant que société civile, on est au souci aussi de la stabilité de la frontière avec le Burkina, avec tout ce qui s'est passé avec l'hôtel Esplanade et puis tout le reste. On sait que les terrorismes ne connaissent pas les frontières. Donc il faut globaliser la lutte, il faut fédérer les forces. La stabilisation de la situation à la frontière entre le Burkina Faso et le Mali pourrait également permettre aux Maliens ayant fui le conflit armé entre les rebelles et le gouvernement de Bamako de retourner dans leur pays. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, depuis 2012, plus de 32 000 réfugiés maliens se trouvent actuellement au Burkina Faso. Gratien, c'est important que les frontières soient davantage sécurisées dans cet espace sous-régional. Oui, c'est très important, surtout de mutualiser les énergies, les efforts pour sécuriser cette frontière. Mais pour moi, je pense qu'on est en train d'apporter une mauvaise solution à une question qui est bien posée. Le terrorisme, il ne s'agit pas de sécuriser la frontière, d'avoir les gardes frontières, des gendarmes qui bloquent la frontière. Parce que les gens qui posent des bombes ou qui tirent sur des gendarmes, comme ça s'est passé à l'hôtel à Ouagadougou, c'est quelques individus, 5, 4, souvent même des citoyens du même pays qui sont à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que ces gens-là, comme on passe d'un pays à l'autre, on peut passer en tant que citoyen, il y a la liberté. Une infiltration dans la population? Oui, une infiltration dans la population. Donc on passe sans les armes, on trouve les armes dans le pays. Donc pour moi, le gros effort à faire au niveau de ces États, c'est surtout le renseignement. Le renseignement, infiltrer ces mouvements, savoir réellement qu'est-ce qui est en train de se passer. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, avec ces mouvements, on arrive à créer des réseaux, des noyaux qui restent, des cellules dormantes qui restent dans le pays et qui agissent au moment où on le veut. Donc, il faut plutôt aller dans le sens du renseignement que vraiment la position statique des militaires et gendarmes. Samuel, c'est une fausse bonne solution? Je ne serais pas aussi excessif. Je pense que c'est une solution, mais qui comporte des limites. Je suis d'accord avec Gratien sur le développement qu'il a fait. Et simplement, je dirais que c'est bien d'envoyer des forces de projection à l'extérieur pour sécuriser la nation.
D'ailleurs, c'est une des doctrines de défense nationale qui est bien connue, c'est-à-dire que la défense nationale, on ne la prépare pas simplement sur le territoire. On peut commencer à préparer sa propre défense nationale à partir d'un territoire étranger, et tout cela correspondant aux accords qui peuvent être signés entre les États. S'il y a autorisation de la part du gouvernement malien pour projeter les forces burkinabées, même si cela doit se faire au niveau de la MINUSMA, je pense que c'est une très bonne chose. Simplement, je suis encore d'accord avec Gratien quand il dit qu'il ne s'agit pas simplement de sécuriser les frontières, parce que de toutes les façons, on ne peut pas sécuriser les frontières, elles sont tellement grandes et elles sont poreuses. Et ensuite, ce que je veux dire par rapport au bien fondé de cette mission, c'est qu'il faut prendre en compte la dimension humanitaire. Ce sont plus de 30 000 réfugiés maliens qui sont aux frontières entre le Burkina Faso et le Mali. Donc c'est une bonne chose de pouvoir aussi sécuriser ces camps de réfugiés, parce que les terroristes, ils n'ont pas de cibles particulières. Là où ils peuvent exprimer leurs compétences, là où ils peuvent exprimer leur offensive, ils le font. Maintenant, au niveau intérieur, il faudrait non seulement développer le renseignement, comme Gratien le disait, mais il faut infiltrer ces groupes terroristes. La capacité d'infiltration de ces groupes reste très limitée sur le continent, que ce soit en Afrique de l'Est, en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Or, c'est à ce niveau que se joue la guerre en ce moment aussi. Hamidine Kane, que pensez-vous de cette stratégie du Burkina Faso et du Mali, et de mutualiser les efforts pour sécuriser leurs frontières communes? Moi, je pense que c'est une bonne chose de mutualiser leurs forces. D'ailleurs, ce n'est pas seulement au niveau des deux États, mais c'est au niveau du G5 et puis de la CEDEAO et des autres entités économiques. Ça veut dire qu'ils ont parlé tantôt du renseignement, mais il faudra aussi faire de la veille. Il faudra faire de la veille en infiltrant, en essayant d'éveiller, par exemple, les populations civiles. Pas seulement que l'État prenne en charge justement le côté sécuritaire, mais il faudra aussi que la société civile s'engage elle aussi dans ce cadre, parce que c'est très important. Et puis les autorités religieuses aussi, il faut qu'on les mette devant le fait accompli pour leur dire que vous devez vous engager. Et puis toute personne... C'est-à-dire, dans quel sens? Donner des renseignements? Absolument, d'aider l'État, d'aider les militaires, les policiers, les gendarmes à essayer de voir qui est venu, qui est d'ici, qui n'est pas là, qu'est-ce qu'ils propagent comme information, parce que généralement, ils ont des relais. Et puis ces relais doivent être suivis de très près et puis démantelés carrément, quoi. Je pense que les États africains doivent s'engager à bras-le-corps justement dans ce combat, parce qu'il ne pourra pas y avoir de développement en Afrique tant qu'il n'y a pas de sécurité. Ça, il faudra que les États le sachent. Et puis, aucun État n'est à l'abri justement de ce côté insécuritaire qui plante dans le Sahel à l'heure actuelle. On l'a vu au Mali, on l'a vu au Burkina Faso, on l'a vu aussi en Côte d'Ivoire, l'Eldorado de la CEDEAO, mais qui a été attaqué en plein cœur. Au Grand Bassam, il y a eu 18 morts. Donc il faudra que les États essaient de faire du renseignement, mais en faisant aussi de la veille. C'est très important. Merci. Dans l'actualité également, au Burundi, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a organisé son congrès extraordinaire. Et pour la première fois, la formation n'a pas désigné ses nouveaux dirigeants. La suppression du poste de président du parti a même été actée. Le CNDD-FDD a également confirmé son refus de négocier avec l'opposition. Paul de Sengwe. Le changement attendu n'a finalement pas eu lieu. Alors que les Burundais s'attendaient à une nouvelle direction à la tête du CNDD-FDD à l'issue de leur congrès, les cadres de la majorité présidentielle ont choisi de maintenir l'instance dirigeante. Seul changement, la suppression du poste du président du parti. Il est remplacé par un secrétariat général et un secrétariat exécutif. Les deux organes sont placés sous les ordres du Conseil des sages, dirigé par le chef de l'État, Pierre Nkurunziza. Le changement n'a pas eu lieu parce que d'abord il fallait que les nouveaux statuts soient agréés par le ministère de l'Intérieur. Et au moment où, quand le ministère de l'Intérieur aura agréé ces statuts, donc on pourra changer l'équipe actuelle. L'équipe qui sera mise sur pied, il sera en fonction de nouveaux statuts. Donc on ne pouvait pas d'un coup mettre une équipe alors que les statuts n'étaient pas encore agréés, c'était illégal. Donc il faut que la loi
soit respecté. En gardant les mêmes dirigeants, proches du président Pierre Nkurunziza à la tête du parti, le CNDD-FDD renouvelle sa confiance au chef de l'État burundais. À l'issue de son congrès extraordinaire, le parti au pouvoir a réaffirmé son refus de négocier avec l'opposition. Le CNDD-FDD accuse l'opposition d'être à l'origine des violences qui déstabilisent le pays. Donc nous pensons qu'il est plus qu'urgent que tous les Burundais, sans exception aucune, se retrouvent autour d'une table pour remettre le pays sur le chemin de la démocratie en vue de rétablir un état de droit qui respecte tous les compromis de son histoire et plus particulièrement l'accord de paix et de réconciliation qui a été signé en 2000 à Arusha. Le Burundi est plongé dans une crise sociopolitique déclenchée par la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un nouveau mandat en avril 2015. Depuis, le pays vit dans une impasse politique, ses dirigeants se refusant à toute négociation avec l'opposition. Gracien, que vous inspirent les conclusions de ce congrès? Tout simplement, il y a un problème au sein du CNDD-FDD. Il y a une lutte interne parce qu'il était prévu que Nkurunziza soit le président, comme il est le président du Conseil des sages, c'est lui qui devait être le président du CNDD-FDD sans être le président. En soi, l'organe devait être le président du Conseil des sages qui devait diriger le parti. Or, ils ne se sont pas entendus déjà pour ce poste de secrétaire exécutif, secrétaire général. Et donc, il y a eu un report. On a reporté, on a reconduit la même équipe parce qu'au fond de ce qui se passe, sont ces négociations. Il y a au sein du CNDD-FDD, il y a deux équipes. Il y a une équipe qui aimerait bien qu'ils partent, qu'ils aillent aux négociations pour qu'ils règlent la question. Et d'autres, les durs, qui sont liés avec des généraux, notamment avec le commissaire de police Bunyoni, et le ministre de l'Intérieur. Notamment, il y a un autre général qui s'appelle, qu'on surnomme Ndakugarikame, qui s'appelle Ndela Kobucha. C'est dur, ils sont majoritaires au sein du parti? Non, ils ne sont pas majoritaires, mais ce sont des militaires et des policiers. C'est eux qui détiennent les armes. Or, ce parti, ceux qui dirigent réellement ce parti, ce ne sont pas ces civils, les Nyamenda qu'on voit. Ce sont des vrais militaires, ce sont des vrais policiers qui forment une petite équipe auto de Nkurunziza. Donc, c'est la même équipe qui fait tous les massacres, qui organise les tortures, autre chose. Donc, il n'aimerait pas qu'il y ait des négociations pour qu'ils se retrouvent devant la justice internationale. Donc, c'est en réalité ce qui se passe au sein du CNDD-FDD. Et donc, du coup, on reporte pour voir que dans 3 mois, il y aura une solution, au moins au niveau des négociations et aussi en interne. Samuel, c'est une mainmise en quelque sorte de cette aile dure du parti? Oui, je pense que l'aile dure enregistre des victoires. Et je pense que cette aile dure est cohérente dans sa démarche. Parce que depuis que la crise a éclaté, cette aile dure essaie de réduire la capacité de nuisance des modérés. Et donc, on voit très bien que le fait de supprimer le poste de président qui revenait à l'actuel président de l'Assemblée nationale, il était à la fois président de l'Assemblée nationale, si je mes souvenirs sont exacts, et président du parti. Simplement, la question que l'on peut se poser, c'est de savoir est-ce que la suppression du poste de président change grand-chose. Tout dépend aussi des attributions qu'on donne au poste de secrétaire général. Si le secrétaire général a les mains libres, il a la possibilité d'initier un certain nombre de réformes au sein du parti. À ce moment, le changement de nom n'a pas d'incidence majeure. Mais si le secrétaire général est réduit à un poste d'enregistrement du fonctionnement administratif du parti, à ce moment, on voit très bien que la stratégie est en marche, celle de péricliter le dispositif du parti et de pouvoir contrôler les différents partis qui s'affrontent entre elles. Donc on voit très bien que la situation n'est pas du tout reluisante sur le plan national et en même temps il faut garder la main, il faut contrôler l'appareil du parti et je pense que c'est une stratégie qui marche. On voit très bien aussi qu'il y avait d'un côté entre les deux chambres, le président du Sénat, ses déclarations au cours de ces dernières années ont été tellement inquiétantes pour la communauté internationale où certains pensaient que la situation, le drame qui a eu lieu au Rwanda devait se reproduire à partir de ces déclarations. Ces mots ne sont pas à répéter sur un plateau. Et donc je pense que cette aile dure
présente beaucoup de menaces pour la société civile, pour l'opposition, parce qu'elle ne veut pas du tout entendre parler de négociations. Et on ne peut pas envisager la paix au Burundi s'il n'y a pas de négociation. Maintenant, Nkurunziza est complètement isolé. Reste à savoir s'il aura toujours les pleins pouvoirs pour pouvoir contrôler tout le monde. Gracien, vous vouliez intervenir sur les définitions du poste. Oui, son poste en soi, quel que soit le poste, la définition, même quand il était président du CNDD-FDD, ce n'est pas lui qui décidait. Toutes les décisions sont prises par Nkurunziza, entouré par quelques généraux, et le parti ne fait qu'exécuter tout ce qui a été décidé, donc ils ne peuvent rien faire, et même ils reçoivent les décisions pratiquement la veille de l'application. Donc pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de... Le parti politique et les cadres sont partis à l'étranger, les autres qui sont restés sont là pour juste exécuter ce qu'on leur demande de faire. Merci, nous allons marquer une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.